Mes chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de décentralisation comme à l'accoutumée. Et je voudrais que nous nous attardions sur ce que nous devons appeler les institutions de la décentralisation ou encore les organes de la décentralisation. Depuis la loi du 24 décembre 2019, il y a eu des projets majeurs, des avancées significatives dans le domaine de la décentralisation. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous examinions ces innovations, ces institutions, ces organes. En premier lieu, nous allons parler du Conseil national de la décentralisation. Il y en a 4 dont je voudrais que nous parlions ce jour. Je voudrais que nous parlions du Conseil national de la décentralisation, le CND, que nous parlions du CISL, en abrégé, c'est-à-dire le Comité interministériel des services locaux, que nous parlions du CONAFIL, Comité national de finances locales. Et en dernier lieu, nous parlerons de la CICODE, la Commission interministérielle de la coopération décentralisée. Commençons par le Conseil national de la décentralisation. Et je ne vous dis pas que c'est effectivement ce qui se fait, mais je vous explique l'esprit des institutions et l'intention première dans laquelle ces institutions, ces organes ont été mis en place. Alors, nous parlons du Conseil national de la décentralisation. Son rôle, son objectif, c'est de suivre et évaluer la mise en œuvre de la décentralisation au Cameroun. Elle a donc force de proposition, de conseil. Vous savez, chaque fois qu'il y a un processus qui est mis en marche dans un pays, on peut avoir des dérives, on peut avoir des difficultés, des obstacles, des blocages. Alors, le rôle du Conseil national de la décentralisation, c'est de voir la marche, de voir les progrès que la décentralisation fait, comment elle est appliquée, si toutes les parties du terroir national sont au même niveau. Et voilà un peu son rôle. On peut dire que c'est l'institution fêtière. La dite institution est composée de personnalités, de gens issus de divers milieux professionnels. On a des grandes têtes pensantes, on a des administrateurs civils, on a des professeurs de divers horizons qui justement sont là pour suivre et évaluer, ainsi proposer des amendements en fonction des obstacles et des difficultés rencontrées sur le terrain. Après le Conseil national de la décentralisation, on a le CISL, Comité interministériel des services locaux. Alors, le texte nous dit que ce comité a pour objectif, a pour mission principale, n'est-ce pas, de préparer les compétences transférées ou bien de préparer les compétences à transférer. Je vous explique. Étant donné qu'il n'y a pas toujours les mêmes possibilités partout, il s'agit donc de voir quelles sont les compétences qu'on peut transférer. Il s'agit donc de les préparer, de préparer les modalités de transfert de ces compétences aux collectivités. Vous savez, la décentralisation se définit comme le transfert des compétences de l'État central vers des personnes de droit public appelées collectivités territoriales décentralisées. Il s'agit donc d'examiner les modalités de mise en œuvre de toutes ces de ce transfert et des compétences surévoquées. Alors, oui, transfert de compétences, oui, mais il ne s'agit pas de se limiter au transfert. Il s'agit aussi de contrôler l'effectivité et la qualité de l'implémentation de ces compétences dès lors qu'elles ont été transférées. Je vous explique quelque chose, les amis. Pour être maire, pour être chef de l'exécutif, que ce soit au niveau communal, que ce soit au niveau régional, il n'y a pas un profil type défini, il n'y a pas une école qu'on va vous imposer. Alors il se trouve que dans ce processus de décentralisation, certains élus locaux, certains chefs d'exécutif ont tendance à mépriser, ou alors je veux dire à délaisser certaines compétences au profit des autres.
Aujourd'hui, par exemple, il est admis qu'un maire sera plus facile. Il est plus facile pour un maire de construire un marché parce qu'il sait qu'il y aura des entrées financières. Il y a des tickets qui vont se vendre pour occuper des places, les magasins qui vont être construits, les gens vont payer des frais de location. Ça va générer non seulement en termes de location, mais en termes de fiscalité pour ceux qui vont venir s'installer. Donc, il est admis aujourd'hui que les élus locaux, que les chefs de l'exécutif, et c'est de bonne guerre d'ailleurs, c'est pas une manière de les critiquer, parce que de toutes les façons, la collectivité a besoin d'argent pour vivre. Mais il admet aujourd'hui qu'ils sont plus prompts à mettre en pratique les compétences qui donnent de l'argent, les compétences qui vont apporter des rentrées financières directes et efficientes à la collectivité. Donc, voilà pour ce qui est de ce CISL. Alors, quelle est donc la technicité de cet organe? Je le disais tantôt qu'il est admis qu'on est plus porté à aller vers les choses qui vont nous rapporter que celles qui ne nous rapportent pas. Je vais dire quelque chose de bête, je ne dis pas que c'est le cas. Prenons une commune lambda et voyons par exemple la compétence sur la culture. Disons que si dans un département, un sectoriel, puisque nous avons pris le cas de la culture, le délégué de la culture, le sectoriel qui représente l'administration centrale en termes de culture, se rend compte que mais, dans tel endroit, il y a les compétences qui ont été transférées, mais depuis que ces compétences ont été transférées, justement, l'administration locale, le chef de l'exécutif, avec ses représentants, ils ne sont pas fichus d'exercer cette compétence sous prétexte entre guillemets qu'elle ne rapporte pas et que à ce niveau, son département ministériel est lésé. Alors, il peut donc saisir cette institution, le CISL, et dire voilà, attention, il y a délaissement de telles compétences malgré. Alors, la loi prévoit dans l'article 18 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, si ma mémoire est bonne, je crois à l'alinéa 2, que l'État peut se saisir des compétences qu'il a initialement transférées. Parce que rassurez-vous déjà, le Code général parle de l'exercice exclusif des compétences transférées aux collectivités territoriales décentralisées. Mais cet alinéa, cette loi-là, prévoit deux cas. Un, quand l'État peut récupérer, l'État peut de nouveau se saisir des compétences qu'il a initialement transférées, soit pour agir de manière ponctuelle dans un domaine qu'il juge en retard, soit lorsqu'il y a délaissement, lorsqu'il y a abandon, je veux dire lorsqu'il y a une carence constatée de l'exercice de cette compétence dans un lieu donné. Donc, voilà en quelque sorte le rôle du CISL, Comité interministériel des services locaux. À la suite de cela, nous pouvons citer aussi le CONAFIL, le Comité national des finances locales. Vous savez, aujourd'hui, la décentralisation, en dehors d'être une question politique, juridique, elle a aussi de gros enjeux financiers. La décentralisation aujourd'hui, c'est 15%, d'après la loi camerounaise, c'est 15% du budget camerounais, au minimum. Ça veut dire que si l'État camerounais a 100 milliards de budget, il y a 15 milliards qui sont consacrés à ce qu'on a appelé la DGD, Dotation générale de la décentralisation. Cette DGD est répartie selon des mécanismes plus ou moins complexes aux collectivités et à toutes les autres institutions qui sont en charge des questions de la décentralisation au Cameroun pour veiller à ce que tout se passe bien. Donc, il s'agit d'abord d'une question financière aussi. Il y a du PQ qui est en jeu. Et alors, étant donné que les collectivités sont des démembrements de l'État, c'est-à-dire que chaque collectivité est un démembrement de l'État,
les mêmes règles qui président à la gestion des finances publiques au niveau national président aussi à la gestion des finances publiques au niveau local. Il s'agit donc de vérifier comment les finances, les ressources transférées aux collectivités sont gérées par les dites collectivités. Il s'agit aussi de voir comment elles gèrent le reste. Il y a 3 manières principales par lesquelles les collectivités rassemblent des fonds, rassemblent des moyens. Le premier moyen, c'est les fonds propres qui sont liés aux activités de la commune. Le deuxième moyen, c'est la fiscalité. Et lorsqu'on parle de fiscalité, on fait appel au ministère des Finances, aux impôts, et à tout ce qui est lié au reste. Et il y a une autre manière, c'est l'argent que les collectivités gagnent dans les partenariats, ce qu'on appelle la coopération décentralisée. Il est dit dans la loi que les communes, que les collectivités, les régions et autres peuvent entrer en partenariat en tant que de besoin, soit avec d'autres communes, d'autres régions, d'autres collectivités du territoire national, soit avec des collectivités étrangères, soit avec des organisations de la société civile, soit avec des grands organismes internationaux. Souvent, quand vous irez dans les communes, vous allez voir des bâtiments, vous allez voir que ce bâtiment a été financé par l'Union européenne, celui-ci a été financé par la GIZ, celui-ci a été financé par l'Agence française de développement, et j'en passe. Les organisations onusiennes aussi. On a aujourd'hui certaines grandes organisations onusiennes qui font des activités dans les collectivités. Il faut que cet argent qui est généré, qu'il y ait une traçabilité, qu'il y ait une transparence. Donc, le CONAFIL sert donc à contrôler la gestion des finances publiques locales, des finances publiques des régions, des mairies et de toutes les collectivités. Bref, ce que vous voulez. Après le CONAFIL, il y a lieu de parler de la CICOD, Commission ministérielle, Commission interministérielle de coopération décentralisée. Alors pourquoi est-elle d'abord interministérielle? Pourquoi cette commission est interministérielle? Pourquoi doit-elle être interministérielle? Eh bien simplement parce que en dehors des compétences qui sont déjà transférées aux collectivités et qui incluent, comme je le disais tout à l'heure, parlant de la décentralisation, qui inclut que les différentes administrations qui ont transféré les compétences aux collectivités doivent continuer à veiller parce que, somme toute, elles sont toujours responsables de cela. Si je dis quelque chose de bête avant de poursuivre mon argumentation, avant de poursuivre mon raisonnement, en admettant qu'on ait transféré les compétences sur la santé aux collectivités et que les communes sont en charge de construire des cases de santé, des centres de santé dans les communes, et que dans cet élan-là, un maire, je dis quelque chose de bête, que le maire d'une petite commune, que le maire d'une commune décide de ne pas trop s'occuper de cela, parce que de toutes les façons, ça ne rentre pas dans ses intérêts, entre guillemets. Le ministère de la Santé, qui est l'institution centrale qui s'occupe de la question, ne va pas être autant moins indexé des différentes défaillances qui pourront avoir lieu ou bien qui pourront surgir. Donc, lorsqu'on parle donc de la CICOD, il y a non seulement tous les ministères qui ont transféré des compétences, mais alors, c'est là où il y a la technicité de la question, il y a d'autres ministères qui vont entrer en jeu. Le ministère de l'administration territoriale, appelé ministère de l'Intérieur dans d'autres pays, le ministère des Relations extérieures, appelé ministère des Affaires étrangères sous d'autres cieux. Ces ministères-là et bien d'autres institutions vont aussi entrer en jeu. À supposer un seul instant que une collectivité d'un recoin de l'Est Cameroun, là-bas, très très loin, dans les bas-fonds du pays, décide d'entrer en partenariat avec une commune
disons une commune occidentale. Il va falloir que le représentant de l'État ait délibération d'abord au niveau local. Le conseil communal va siéger. Une fois que le conseil communal a siégé, la dite décision est transmise aux représentants de l'État, le préfet du département en question, ainsi de suite. Donc, à supposer un seul instant qu'une organisation internationale, une grande ONG, une organisation onusienne veuille tenir des activités, par exemple, sur la promotion des personnes LGBTQ et plus, et que cela n'est pas admis dans la loi camerounaise, ah bah, c'est la CICODE, cette institution-là, qui va veiller à ce que tous les actes posés dans le cadre de la coopération décentralisée entre les collectivités, entre elles, comme collectivité nationale, bien évidemment, collectivités étrangères, collectivités et organisations internationales, que ces actes-là entrent dans la régularité, entrent dans la effectivement dans le contexte juridique camerounais. Donc voilà quelques institutions chargées du suivi de l'évaluation de la décentralisation au Cameroun. En dehors de ces institutions, de ces organes, il en existe d'autres. Il y a les organes d'appui conseil. Par exemple, l'État, le représentant de l'État et les autres personnes, les sectoriels, qui sont là justement pour accompagner les collectivités dans l'exercice des compétences qu'on leur a données. Il y a la National School of Local Administration, NASLA, qui est l'institution officielle, qui est l'organe officiel en matière de formation, en matière de capacitation des élus locaux, des agents des collectivités, bref, d'une manière générale, de ce qu'il y a lieu d'appeler la fonction publique territoriale ou alors la fonction publique locale. Donc voilà les amis, voilà ces institutions qui sont assez nombreuses. Je ne vais pas vous retenir pendant plus de temps, mais mon modeste avis d'opérateur en décentralisation et développement local, c'est qu'on aurait pu faire une seule institution, un seul organe et organiser toutes ces institutions en sous-commission appartenant à un grand organe. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Les amis, je vous quitte, je vous laisse et à bientôt pour une autre vidéo. Si cette vidéo vous a intéressé, likez, partagez, abonnez-vous. À bientôt les amis.